clairement une négation de la démocratie et du système qu'on défend. Enfin, la France, c'est un pays qui est connu pour la défense des libertés, de la démocratie, des droits des individus. Et là, ils sont totalement bafoués. Enfin, on n'est clairement pas écouté, pas entendu, et c'est encore une fois une utilisation de la force de façon totalement arbitraire. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Politalks, le podcast politique jeune et indépendant. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Denis Ferré. Bonjour Monsieur Ferré et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, diplômé en sciences politiques et vous enseignez à l'antenne parisienne de la New York University. Vous avez publié un livre le mois dernier, La démocratie française de la Révolution au 49.3, aux éditions Erol. De démocratie, il en est plus que jamais question aujourd'hui avec la réforme des retraites et les récentes manifestations. Dans cette émission de Politalks, j'aimerais revenir avec vous sur cette notion et questionner l'état actuel de la démocratie française. Alors ma première question est la suivante. Les Français ont-ils, selon vous, toujours confiance dans leur système politique aujourd'hui? Alors, clairement, je pense que la confiance est rompue, en tout cas beaucoup moins forte qu'elle n'a été. On voit l'absence de confiance, la perte de confiance, même avant les événements de ces derniers mois liés à la réforme des retraites, puisque il y a un indicateur qui est assez fiable, c'est le taux de participation aux élections. Et sur le long terme, à peu près depuis 30 ans, on voit que ces taux diminuent élection après élection, venant même écorner l'élection reine, qui est l'élection présidentielle, qui a longtemps résisté à l'abstention, mais dans les dernières éditions, on a vu particulièrement au deuxième tour des taux de participation atteindre à peine plus de 70%, ce qui est peu pour l'élection présidentielle. Mais alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette défiance? C'est pas non plus quelque chose de nouveau. On peut comparer avec la crise des années 1930. Là, on est sur une crise un peu plus forte, un peu plus aiguë. La population, à partir du moment où elle est représentée, elle donne donc sa confiance pour gouverner à sa place et elle réclame, je dirais, au moins 3 choses. La première, c'est de la justice. Et si elle se sent victime d'injustice ou que la justice n'est pas respectée, alors ça peut être différentes formes de justice, y compris la justice sociale, c'est souvent très fort ça. À ce moment-là, elle perd confiance. Le deuxième élément de confiance, on donne sa confiance pour de l'efficacité. C'est-à-dire qu'on veut des gouvernants efficaces. Dans les années 30, il y a cette idée qu'on n'est pas efficace. Il y a l'énorme dépression liée à la crise de 1929. On n'arrive pas à juguler le chômage, la chute des prix, etc. Donc, les gouvernements paraissent inefficaces. En plus, il y a une instabilité politique à l'époque. Et puis, la troisième chose, c'est une sorte de transparence, de compréhension des décisions. On veut que les décisions soient expliquées et justifiées. Et on arrive en ce début du XXIe siècle, c'est un peu le paroxysme de cette évolution. Disons que la population semble douter de l'efficacité de la réforme des retraites, par exemple, pour sauver vraiment le régime. La deuxième chose, la transparence, l'explication, visiblement le gouvernement a échoué par rapport à ça. Il le dit lui-même, on n'a pas été compris, peut-être c'est trop compliqué, peut-être qu'il y avait aussi des vérités qui n'ont pas été dites ou pas dites tout de suite. Donc après, la méfiance s'installe. Et puis, le premier point, la justice, il est clair que les Français semblent ne pas considérer cette réforme comme juste. C'est la moindre des choses, de le reconnaître. La communication du gouvernement a été de répéter. Cette réforme est juste et elle est nécessaire. Donc, le gouvernement a tout à fait conscience qu'en tant que représentant, il doit faire de l'efficace et du juste. Mais la population ne l'entend pas de cette oreille. Dans votre livre, vous retracez la longue histoire des 5 républiques et la manière dont elles se sont parfois violemment succédées. La crise des Gilets jaunes, la défiance envers les politiques et les conflits sociaux récents sont-ils eux aussi le symptôme d'un désir de changer une nouvelle fois de république ou alors est-ce que c'est seulement un fantasme journalistique? Grande question. Le désir de changer, clairement, il est là. De mon point de vue, il est là. Et de changer pour quelque chose de plus participatif, de plus direct. Changer de république, je suis pas sûr. D'abord, je suis pas sûr que ce soit l'essentiel.
qu'on l'appelle 6e ou qu'on réforme la 5e. Je fais remarquer que la 5e République est celle qui a eu le plus de réformes constitutionnelles. Il y en a eu beaucoup depuis 1958, et pas des moindres. Et d'ailleurs, les spécialistes droit constitutionnel, par exemple, en général, louent comme qualité cette capacité de la 5e que n'avaient pas les précédentes à se renouveler, disons, à évoluer. Mais il n'y en a pas eu depuis 2008. Exact, mais la Constitution n'est pas non plus faite pour être changée tous les 4 matins. Vous voyez, 2008, c'est pas si ancien. En plus, celle de 2008 a été apportée sur beaucoup de points. Mais ça peut se faire. Moi, je pense que ça peut se faire en amendant la 5e. Pas en rasant tout, de la cave au grenier, comme c'est vrai, les Français dans leur histoire ont eu l'habitude de faire. Avec la réforme des retraites, justement, on en a parlé, on a pu voir les mécanismes constitutionnels dont dispose l'exécutif pour faire passer une loi sans vote direct des députés et sénateurs, notamment avec le 49.3. Mais alors, le Parlement a-t-il toujours droit au chapitre en France aujourd'hui ? L'Assemblée nationale, disons, n'a pas été, on peut considérer qu'elle n'a pas été respectée complètement, puisque l'usage du 49.3, sachant que c'est pas la première fois que ça arrive, mais on est dans un contexte particulier parce que la population manifeste beaucoup. Les sondages montrent à 70% constamment depuis 4 mois qu'on est que les Français sont majoritairement contre cette réforme. C'est pour ça que le 49.3 n'est pas passé comme il est passé tant de fois auparavant. Je pense qu'il y a une faute politique de la part de l'exécutif dans ce contexte spécifique, ce contexte social. Le Parlement paraît un petit peu hors jeu, mais c'est parce que le pouvoir exécutif, principalement le président, l'a voulu ainsi. Et du coup, le président se retrouve face à une partie de la population, à l'opinion, à la population, aux manifestants, aux syndicats même, tous unis. Il s'est mis dans cette situation lui-même. À mon avis, c'est une erreur, parce que ça aggrave le fossé entre nos représentants et ça met sur la touche le Parlement. Sachant que l'Assemblée nationale est dans une configuration assez inédite, il n'y a pas de majorité. Donc là, évidemment, ça complique tout. Le reproche que je ferai au président, c'est de ne pas avoir tenu compte de ça. Il a fait comme si c'était comme avant. Et c'est assez incompréhensible pour moi, d'ailleurs. Mais alors pourquoi est-ce que ce 100e 49.3 de la 5e République ne passe pas ? Emmanuel Macron avait dit, et c'est souvent recité, ce vote m'oblige au soir du second tour de l'élection présidentielle. Pourquoi est-ce que c'est une question de personnalité du président ? Qu'est-ce qui entre en jeu dans ce cas-là ? C'est une question de pratique, moi je pense, plus que de personnalité. Ça fait au moins une 30aine d'années que notre démocratie représentative et libérale est grippée. Et que les gens réclament davantage qu'on leur demande leur avis, davantage de participation, davantage de consultation. Et là, on fait tout le contraire. On ne consulte pas fondamentalement les députés, puisqu'on va passer par le 49.3, mais on consulte pas le peuple non plus. Alors à la limite, j'ai pas de majorité à l'Assemblée, on peut faire aussi un référendum quand on est le président. Mais évidemment, il n'allait pas le faire parce qu'il connaissait la réponse. Mais donc en fait, il est dans une impasse et législative et populaire par rapport à son projet, et il le maintient. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a récemment dit que les subventions de la Ligue des droits de l'homme méritaient d'être examinées après l'épisode des bassines de Sainte-Soline. Cette association défend les droits humains depuis l'affaire Dreyfus, en 1898. D'autre part, le ministre de l'Intérieur est souvent critiqué pour sa gestion du maintien de l'ordre pendant les manifestations. Mais alors, est-ce qu'on observe un recul de l'état de droit en France, objectivement ? Je pense qu'il y a effectivement, dans les faits, je vais te modérer, mais un certain recul de l'état de droit, qui se note par exemple par le nombre de garde à vue à chaque fois, et pas que pour les manifestations d'ailleurs, globalement, même hors manifestation, les chiffres montrent qu'il y a les gardes à vue sont en forte augmentation dans notre pays. Là, le paradoxe que je voudrais relever ici, c'est que Monsieur Macron, justement, s'est toujours présenté et comme le défenseur finalement de l'état de droit face à l'extrême droite. Et il a été élu 2 fois de suite, je vous le rappelle, contre Marine Le Pen et le Front National. Son discours à visée européenne est toujours celui-là depuis le début aussi.
Par exemple, l'adversaire, c'est M. Orban, c'est les régimes illibéraux. Donc je suis le champion du libéralisme. Et nous, l'Europe, nous sommes le champion des droits démocratiques et des libertés. Alors attention à vouloir être ce champion-là en France et dans le monde, et en même temps à risquer de provoquer un recul de l'état de droit. Enfin, vous voyez le paradoxe ? C'est extrêmement paradoxal. Et là, ça me fait aussi peur, ça. Parce que qui dit paradoxe dit confusion. Et la confusion vient d'en haut. Elle vient de notre premier magistrat. Je suis très inquiet là-dessus. Alors, depuis le début, on parle de démocratie, mais ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'il, certes, il y a un désir de démocratie chez les gens, mais aussi parfois d'autorité, qui incarne peut-être aussi la stabilité dans l'esprit de certains. Je cite un sondage de 2018 qui date un petit peu, mais tout de même qui disait 41% des Français étaient d'accord avec un pouvoir politique autoritaire. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe ? La différence entre on veut plus de démocratie, mais en même temps on veut de la stabilité, et parfois ça passe pas l'autorité. Est-ce qu'il y a des Français qui sont pour l'autorité, d'autres qui sont pour beaucoup plus de démocratie? Comment est-ce que ça, ou est-ce que c'est entre les deux? Est-ce que c'est un mix? Comment est-ce qu'on peut expliquer la psychologie des gens? Décryptez-nous tout ça. Je suis pas psychologue, voire psychiatre. Mais on a tous des contradictions et les peuples aussi ont des contradictions. Et je pense que le terme le plus intéressant ou le concept le plus intéressant en démocratie, c'est légitimité plutôt qu'autorité. C'est-à-dire qu'une autorité peut être légitime en démocratie à partir du moment où elle a été, d'abord désignée par un mode démocratique et qu'elle est reconnue par la masse, les masses, la majorité au moins, la majorité des gens, le peuple, si elle est reconnue légitime. Et ça se décrète pas. C'est-à-dire que le peuple accorde ou n'accorde pas ou n'accorde plus de la légitimité à une institution ou à un homme, un chef d'État par exemple. Votre question me fait penser finalement à l'argumentaire d'Emmanuel Macron qui dit j'ai été élu et à tous ses soutiens, hein, j'ai été élu, j'ai un mandat de 5 ans pour appliquer ma politique, la réforme des retraites, elle était dans mon programme, donc je suis légitime. En fait, la légitimité, ça se donne, ça se reprend. Et alors en démocratie, ça peut être très rapide. Un jour, vous pouvez être légitime et plus le lendemain. Et ça, il n'a pas compris. L'outil du 49.3, il a été mis en place en 1958 avec la Constitution de la Ve République. Est-ce que c'était le même esprit que maintenant? Est-ce qu'on n'a pas un peu dénaturé la nature de ce 49.3 aujourd'hui? Oui, moi je pense qu'on l'a dénaturé. Et je pense qu'on l'a dénaturé. J'écoutais l'autre jour une interview de Michel Debré, premier ministre premier ministre de la Ve République, et qui parlait justement du 49.3. Il expliquait que le 49.3, ça peut permettre d'aller plus vite, ça peut permettre d'éviter un blocage à un moment donné, mais il considérait que si on n'avait pas de majorité, il fallait aussi savoir revenir au peuple. C'est tout à fait dans l'esprit du gaullisme, hein. C'était un gaulliste, c'est même un des pères de la Constitution de 58. Et revenir au peuple, donc, ça peut être le référendum, ça peut être la dissolution. Et vous voyez bien que dans l'époque des présidences de Gaulle, ça se passait comme ça. Vous parliez d'autorité avant, on peut dire que le président de Gaulle, c'était un président assez autoritaire, mais il faisait retour au peuple. Ça a été le cas en 62, ça a été le cas en 69. Il y a bien sûr l'élection présidentielle de 65 entre les deux. Et il n'a pas hésité en 69 à partir. Ouais, avec le nom du référendum. Exactement, il l'avait annoncé. Il considère qu'on ne lui fait plus confiance. C'est ce que je parlais de tout à l'heure avec la légitimité qui vous octroie l'autorité ou pas. Or aujourd'hui, on veut faire sans le recours au peuple. On veut faire du 49.3, j'allais dire à gogo, mais avec la réforme de 2008, on peut moins l'utiliser. Mais enfin, on voit comment, par exemple, ce gouvernement a mis sa réforme des retraites dans une loi rectificative de la sécurité sociale pour pouvoir l'utiliser.
Parce que s'il l'avait mis comme une loi juste pour la retraite, ça lui aurait grillé un joker, si j'ose dire. Il aurait pu faire le 49.3, mais après, il n'aurait pas pu en faire un autre derrière. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait déjà en arrière-pensée, une fois qu'on aura fait passer ça, même si c'est par 49.3, je dispose encore d'un 49.3 pour la prochaine grosse réforme impopulaire. On dirait une partie de Uno. C'est ça, oui, exactement. Et pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas un régime tel que celui qui est en place en Allemagne, où là il y a un régime de coalition, où texte par texte on vote, là il y a une majorité tricolore qui vote pour la légalisation du cannabis en Allemagne. Voilà, pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas ce système-là aussi en France? Est-ce que c'est pas possible de l'imaginer? On peut tout imaginer. Certains appellent de leur vœu ce type de démocratie. C'est très difficile pour la France, parce que chaque pays a sa culture historique, en fait, donc culture démocratique, mais issue de l'histoire. Et notre histoire politique, notre histoire démocratique repose beaucoup sur l'affrontement. Il faut pas oublier que notre mère à tous et à toutes, c'est la Révolution française. Et qu'elle s'est faite dans l'affrontement, la violence parfois, et donc, ça veut pas dire qu'on est encore à cette époque, mais on a du mal en France à trouver à faire des coalitions de ce type. Alors, notre 5e République ne s'y prêtait pas, puisque c'est tout l'inverse, c'est l'idée de bipolarisation, et ça a pas mal fonctionné. Sauf qu'avec l'Assemblée qu'on a aujourd'hui, effectivement, ça peut pas fonctionner. On a pu voir la France insoumise qui brandit des pancartes, qui hurle pendant l'usage du 49.3 par la Première ministre. On a pu voir l'utilisation massive d'amendements pour bloquer le système législatif. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle radicalité de toutes parts, de la part de la majorité, de la part des oppositions aujourd'hui? Déjà, il y a le rapport de force qui fait que vous savez, quand vous êtes dans l'opposition, enfin les oppositions, vous pouvez bloquer. Quand on était avec une structure où il y avait vraiment une majorité, l'opposition, faut reconnaître qu'elle a le pouvoir de la parole, mais c'est tout. On n'en tient pas du tout compte et elle peut pas trop bloquer grand-chose. Là, vous avez tout à coup les 3 groupes dont vous me parlez. En tout cas, disons le groupe majorité relative, donc essaye de faire une majorité, et en tout cas ce qui est la NUPES et ce qui est le Front National, et même le groupe Les Républicains, mais il est assez désuni en fait. Mais bon, ils ont un pouvoir d'empêcher. Alors comment voulez-vous, j'allais dire, empêcher les gens qui ont un pouvoir d'empêcher? C'est tentant. Et vous participez quand même du pouvoir. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quand même l'échec de vos adversaires, puisque vous voulez prendre leur place quand même. Et puis c'est tout à fait légitime, parce que vous considérez que leur politique est mauvaise. Qu'elle est mauvaise pour la France, qu'elle est mauvaise pour telle ou telle classe sociale que vous défendez ou qui vous a élu, etc. Donc je crois que c'est la configuration de cette assemblée. Mais est-ce que sur la forme, ça aussi, ça n'entretient pas la défiance des gens envers le politique en disant mais voilà, c'est une cour de récréation qui ne résout rien? Oui, bien sûr. Sur la forme, oui. Et je pense que les journalistes et la presse en font des tonnes aussi là-dessus pour bien appuyer là-dessus, parce que c'est folklorique, quoi. J'ai envie de dire à ce micro aux citoyens, ne retenez pas que la forme et allez sur le fond. Parce que c'est ça, là, d'être en fonctionnement démocratique, c'est de s'interroger sur le fond et de faire ses choix. Voilà, j'ai pas forcément, moi je suis pas député, je suis pas sûr que je ferais du brouhaha mais je suis pas choqué outre mesure. Le respect de la fonction, le respect de la tradition, vous défendez les intérêts des électeurs qui vous ont élus aussi, et votre vision politique. Il faut faire de la politique. Alors la forme, je préfère m'attacher au fond. Disons, la forme, elle n'est pas toujours bonne, mais est-ce que c'est l'essentiel? Un grand merci à vous, Denis Ferré, d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Je rappelle que vous avez publié le mois dernier La démocratie française de la Révolution au 49.3 aux éditions Erol. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette émission. On vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle discussion. À très bientôt sur Polytalks.